Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver à l'Institut du monde arabe avec mes camarades. Pour 300 millions de critiques, nous allons aborder toute l'actualité culturelle francophone avec évidemment une petite phrase qui est une forme de devinette à propos d'un grand artiste, peut-être l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Ce sont des mots arrachés au célèbre texte de Jean-Paul Sartre qui s'appelle justement Les mots. Tout un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. C'est une phrase qui aurait pu évidemment s'adapter aux célèbres sculptures de Giacometti, représentant par exemple l'homme qui marche, sculpture du début des années 60, avec cet homme tout maigre, c'est-à-dire exactement le contraire de moi, qui s'avance, on ne sait pas très bien si c'est vers le ciel ou si c'est vers le tombeau. Bref, ça va être une émission gaie, extrêmement dynamique, et elle démarre tout de suite grâce au sommaire. On commémore cette année le cinquantenaire de la disparition d'Alberto Giacometti, l'un des plus grands sculpteurs du XXe siècle. Une année qui est marquée par différentes expositions et rétrospectives de son œuvre partout sur la planète. Nous deviserons de l'importance de Giacometti pour chacun de nos débatteurs. Il y a 30 ans, le rail sortait d'Algérie et envahissait le monde. Concerts et CD fêtent cet anniversaire, mais ce courant musical s'est peut-être un peu essoufflé. Rachita, Khaled, Faudel, Chem Mami et les autres maîtres du rail ont-ils encore une résonance aujourd'hui? C'est une des questions que nous nous poserons. Nous allons également évoquer une série qui a conquis les téléspectateurs français en 2015. Basée sur l'histoire vraie d'un agent de star devenu producteur, 10%, c'est le titre de cette série, a été un succès d'audience et est désormais disponible en DVD. Nous en parlons aujourd'hui. Et comme chaque semaine, le tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Bonjour ma chère Estelle. Bonjour Guillaume. Michel Serruti de la radio-télévision suisse. Le sourire magnifique, saison de ski en Suisse. Malheureusement, les Suisses ne brillent pas actuellement en Coupe du Monde, c'est bien dommage. Nous sommes avec Mathieu Dugal de Radio-Canada. Mon cher Mathieu, bonjour. Bonjour. C'est vrai que les Canadiens, qui étaient quand même très très forts, maintenant on les voit plus tellement en descente. Hein. Ben, il y a eu, on a notre fierté nationale, c'était Podborski, hein, Steve Podborski dans les années 70. Maintenant, c'est Éric Gay. Éric Gay, je ne sais pas si... J'ai pas ses derniers scores. Là. Maintenant, vous êtes bien meilleur sur Giacometti, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes ici. Et Olivier Poivre d'Arvor est l'ambassadeur maison, ambassadeur pour l'attractivité culturelle. J'y suis arrivé pour la première fois du premier coup de la France. On est ravis de vous avoir, évidemment, Olivier, comme chaque semaine. Nous allons parler d'un géant qui s'appelle Giacometti. Nous ouvrons cette émission par le souvenir justement de ce grand maître dans la sculpture. En 2016, on commémore le cinquantenaire de la disparition d'Alberto Giacometti et le travail de l'un des plus grands sculpteurs du XXe siècle qui va faire le tour de la planète. L'année est marquée par différentes expositions et rétrospectives, évidemment, de son œuvre un peu partout dans le monde. On en discute ensemble juste après ce sujet qui a été réalisé par l'excellente Estelle Martin. En 1927, Giacometti décide de retravailler d'après nature, d'après un modèle vivant, et de refaire une tête. Et donc ça crée la scission avec les surréalistes, puisque la doctrine surréaliste est plutôt de représenter un monde imaginaire, et Giacometti veut revenir au réel. Pour lui, faire une tête, c'est l'essence même de l'art, c'est la chose la plus difficile au monde. Donc il pense au début que ça va durer quelques mois, et finalement ça va l'occuper toute sa vie jusqu'aux années 60. Il continuera à travailler d'après modèle et à essayer de capter dans une tête l'énigme de l'essence humaine. Ce qui fait un peu la spécificité de Giacometti parmi les artistes modernes, c'est qu'il est moins dans cette logique de rupture par rapport au mouvement qui le précède, mais dans un dialogue continu avec les arts du passé, l'art primitif, enfin les arts dits primitifs d'Afrique, mais aussi l'art égyptien. Donc il y a vraiment un dialogue continu avec cette histoire de l'art du passé et en même temps une volonté d'être vraiment dans son temps, en fait. Et c'est pour ça qu'il est très proche des intellectuels de son époque, Sartre, Beauvoir, Beckett, qui sont dans les mêmes questionnements. Voilà Alberto Giacometti au centre de notre première conversation. Pour ce 300 millions de critiques, vous savez qu'il détient, parce que comme on parle beaucoup d'argent à chaque fois qu'on parle d'art aujourd'hui, eh bien, l'homme au doigt est le record absolu dans le monde pour une sculpture, 141 millions de dollars en 2015, donc chez Sotheby's.
Giacometti, je vais commencer par vous, mon cher Olivier, car il avait beaucoup de cheveux et vous aucun. Oh, c'est drôle, peut-être. Donc, autant que ce contraste capillaire vous amène à prononcer des mots définitifs. Absolument. Giacometti, 141 millions de dollars, en effet, ça fait rêver. Moi, ça m'intéresse moyennement parce que c'est l'histoire d'un succès, mais on pourrait citer d'autres artistes de ce genre-là. Non, ce qui est impressionnant chez Giacometti, c'est de voir comment, à partir de quelques images très simples, parce que je pense qu'à l'instant même où on parle, les gens n'ont qu'une image, c'est cet homme qui marche, en gros, se disant il a toujours fait la même chose. Alors, dès lors qu'on s'intéresse un petit peu à l'œuvre, et Ne dites pas ça trop souvent, autrement vous allez vous heurter à moi. Ah oui, non mais Moi. je sais vous, mais moi j'ai découvert, moi, pour le coup. D'abord, j'étais à Noël à Londres, et à Noël à Londres, il y avait une formidable exposition à la National Portrait Gallery des portraits de Giacometti. Je n'avais jamais vu, c'est formidable, il faut y aller. Et j'ai un souvenir formidable du musée d'art moderne, la ville de Paris, il y a maintenant 7-8 ans, vous devez vous souvenir précisément, des petites sculptures qui doivent porter un nom, toutes blanches, des petites têtes comme ça de Giacometti, absolument magnifiques. Et moi, dans le fond, cette espèce de grand personnage que pas mal d'artistes africains ont repris, je pense à Darillo, des artistes de ce type-là qui ont travaillé sur cette image, m'intéresse, mais elles ont tellement circulé que j'incite les uns et les autres à aller chercher le reste de l'œuvre. Et il faut aller, on en parlait assez souvent ensemble, Guillaume, il faut aller évidemment à la Fondation Mag, parce que l'histoire entre Mag et Giacometti est une histoire magnifique. C'était son marchand, ouais. Il faut voir les livres qui ont été publiés de lithographie par Mag. Il faut aller à la Fondation Mag, évidemment, voir comment, finalement, le monde entier se précipite parce que dans le jardin, là, il y a cette image iconique dans la cour qui a fait le tour du monde et qui est en effet une image monde. Et il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peuvent se résumer. Ce n'est pas le cas de Picasso. Enfin, c'est Picasso, il y a 2-3 œuvres qui se résument comme ça à une image formidable qui nous fait tous envie, parce que nous sommes tous un peu plus larges que... voilà. Mon cher Michel Cerruti, Non, mais la parole étant au désert capillaire, vous suivez. C'est un artiste grison quand même, parce Oui, que oui. il n'est ni français, ni italien, ni suisse, il est grison et nous avons... comment ça, il est dit suisse? Nous avons un grison à notre gauche. Non, il est né suisse, même si effectivement il est venu à Paris au début des On années dit 20. grison, c'est ça? Grison pour les personnes et grisonné pour les choses, du canton du Grison. Des Grisons, pardon. Donc Giacometti. Giacometti, donc. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir toute sa carrière. C'est vrai que les sculptures qui l'ont rendu célèbre sont des sculptures qu'il a commencé à faire au milieu des années 30. C'est-à-dire à ce moment-là où Breton, d'ailleurs, l'a exclu du mouvement des surréalistes parce qu'il revenait à une tentative de figuration, tandis que pendant des années, il avait fait des sculptures qui étaient abstraites, surréalistes. Il a fait d'autres choses auparavant. C'est intéressant aussi de savoir que Giacometti est né dans une famille d'artistes. Son père était peintre. Impressionniste. Voilà, il avait un atelier, il a commencé à sculpter, à peindre, à dessiner quand il était vraiment tout gamin. Et lorsqu'on regarde l'évolution de son travail pour arriver jusqu'à ces formes ultimes qui l'ont rendu célèbre, on voit qu'il y a tout un parcours de vie qui explique comment il en est arrivé là. Avec une phrase qu'il disait lui-même, il disait « Une sculpture n'est pas un objet, elle est une interrogation ». Elle est une question, une réponse, elle ne peut être ni finie ni parfaite, et ça résume bien, évidemment, les dernières œuvres qu'on a vues de lui. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut l'appréhender, ce garçon, dans tout le parcours qu'il a fait, quand on peut le faire, et même si par hasard on ne réussit pas à l'appréhender de toute cette manière-là, c'est vrai que les dernières figures de sculpture auxquelles il est parvenu, qui allaient une sorte d'essentialité, pardonnez-moi ce néologisme, qu'il recherchait dans ces objets de sculpture, mais aussi dans les portraits qu'il faisait. Si vous avez regardé certainement, Guillaume, tu as dû le voir, le reportage qui avait été fait dans les années 60 sur Giacometti, où il explique comment il crée un buste à une tête à partir du regard et comment il peut passer des jours entiers à tenter de saisir le regard et à partir du regard de créer une tête, et il n'est jamais content de ce à quoi il arrive. Il explique fort bien qu'il a une représentation dans son esprit au départ de la sculpture qu'il va faire, et puis après, quand il commence véritablement à travailler la matière, il y a tout qui s'évanouit, il ne sait plus où il en est, il se pose 12 questions, il ne va jamais y arriver, il détruit ses rêves. C'est un véritable questionnement, et c'est dans ce sens-là, je pense que Giacometti est bien resté complètement contemporain et touche les gens, c'est-à-dire qu'il nous questionne, il se questionne, il le questionne, on sent cette quête, cette recherche constante, continue. Mathieu, pour l'instant il n'y a pas de bagarre, car effectivement il est très difficile Très compliqué. De contester un géant comme Giacometti. Mais il faut dire aussi que ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'il a voulu, et vous l'avez dit, Michel, il a voulu arriver à une espèce d'essence de l'humanité. Il le disait d'ailleurs, il était très dur envers ses modèles. Ses modèles, il en passait beaucoup. Il disait, quand vous posez pour moi, vous perdez
perdez votre individualité. Et ça se retrouve, ça, là-dedans, parce qu'on se retrouve dans L'homme qui marche. Ça touche à quelque chose qui va parler à tous les hommes. Et en même temps, l'histoire de l'œuvre aussi est passionnante parce que c'est une œuvre de commande, la fameuse l'arbre de Dubuffet qu'il y a à New York au pied de la Chase Manhattan. Absolument. C'est là que devait être à l'origine donc cet homme qui marche. Et donc Rockefeller était féru de Giacometti. Il lui avait demandé est-ce que tu pourrais me faire une œuvre pour la banque. Et donc l'homme n'était pas assez massif. Alors, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on le voit, on voit cette œuvre-là au pied d'une des grandes institutions financières dans le monde qu'on accuse justement souvent de broyer l'humanité. Et on se dit, peut-être que ça ne fonctionne pas. Et je l'ai vu, moi, cette œuvre-là. Donc, vous avez parlé de Saint-Paul-de-Vence, la Fondation MAG, qui est un endroit magnifique. Je suis allé faire un pèlerinage il y a quelques années. Donc, c'est un triptyque. Hein, et on a donc le corps, la femme debout. Il y a le buste et l'homme qui marche qui sont réunis donc, dans cette cour-là qui est splendide, donc parmi dans la Pinède. Et on sent vraiment que Giacometti, là-dedans, tout en faisant quand même une recherche formelle qui était quand même poussée, et intelligible. Et je pense que c'est ça qui parle aux gens qui voient encore 50 ans après, 60 ans après cette œuvre-là. Il y a une intelligibilité tout en étant très fort sur la recherche formelle, et c'est ça qui touche les gens. C'est ce qui crée l'éternité. À partir du moment où le propos est fort, la révolution formelle est absolue, c'est-à-dire que personne n'avait fait ça avant, et que les années passant, parce qu'il est mort couvert de gloire, Giacometti, et les années passant, rien ne se dilue. Vous avez la marque des très grands artistes. Estelle, j'ai terminé par vous parce que vous avez introduit le sujet grâce à vous. Donc il est tout à fait normal que vous donniez votre point de vue. Non, mais ce qui est fascinant chez Giacometti, et c'est vrai que vous l'avez dit, ce qui est vraiment fascinant, c'est sa singularité. C'est-à-dire qu'il a refusé d'entrer dans un mouvement, il s'est fâché avec les surréalistes, mais lui, ce qui l'intéressait, c'est de trouver sa propre voie. Et c'est en ça qu'il est peut-être encore aujourd'hui aussi moderne. Et on l'a vu avec cette tête qu'il a repris, qu'il a commencé dans les années 20 et qu'il a continué incessamment. Et ce qui était intéressant dans l'exposition à Landerneau, c'est qu'on montrait qu'il était obsédé. À la Fondation Leclerc, où effectivement, il y a eu cette exposition cet été. Michel et Édouard Leclerc, jusqu'au 15 décembre dernier. Et on pouvait voir qu'il était tellement obsédé par cette tête qui pour lui représente l'essence humaine, c'est-à-dire retrouver un peu notre âme. Il passait son temps à reprendre, mais que ça soit sur des tickets, sur des bouts de nappe, sur des bouts de papier. Et c'est vraiment, je trouve, le côté le plus fascinant chez lui, c'est cette constante recherche d'arriver à la perfection, alors que ses œuvres sont totalement torturées, que ce soit ses peintures dont vous parliez, Olivier, ou ses sculptures. Et il y a aussi cette faculté qu'il a de fusionner le cadre. Moi, je trouve ça extrêmement comment le cadre de la sculpture, avec le nez par exemple, fait partie de l'œuvre. Et ce qui fait que ça rend un côté assez presque oppressant qui a pu inspirer des peintres aussi célèbres que Bacon, où vraiment... La cage. Voilà, la tableau de Bacon cage, avec voilà. le personnage comme ça au milieu et le nez de Giacometti. Et ce que faisait J'imite très bien les personnages comme ça, j'ai remarqué. Avec le grand nez. Je fais très très bien les Francis Bacon. Et c'est vrai que c'est un génie absolu, et on comprend. Moi, mon rêve serait, mais vous l'avez rappelé, c'est absolument intouchable, mais d'avoir même ces toutes petites, ce jeu de perspective. Vous allez à la galerie Mag, vous achetez. Mais non, moi j'adore, mais même les toutes petites têtes, et on voit comment il jouait avec les perspectives. C'est-à-dire que oui, il y a l'homme qui marche qui est immense, mais il y a des côtés ces tout petits personnages, et il jouait. Et en fait, il disait qu'il regardait, en fait, quand il faisait une toute petite statue, c'était sa vision, mais sa vraie vision, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment reproduire cette perspective, et c'est assez fascinant de voir l'œuvre de Giacometti. C'était d'ailleurs ce qui n'était pas toujours compris. Je me rappelle une interview qu'il donnait avec le directeur du musée du Kunsthaus à Bâle, et il lui disait, mais vous nous dites que vous faites de la peinture réaliste, et les gens comprennent pas, enfin la peinture, la sculpture réaliste, les gens comprennent pas. Alors il faut la comprendre comme étant effectivement la vision qu'il avait de quelque chose qui existait, mais qu'il avait fait sienne finalement, et il voyait une silhouette. Et je voulais juste rebondir aussi sur ce que disaient Mathieu et Estelle quand on parlait de cette recherche constante. Quand tu parlais des modèles, il n'en a pas eu 15 000 des modèles. Hein. Il a eu son frère, il a eu sa maman, il a eu sa femme, etc. Et Diego et Annette. Et aussi une maîtresse qu'il avait du côté de Saint-Germain-des-Prés, de Montparnasse, pardon. Une prostituée. Comment ? Une prostituée. Oui. Mais pendant des années et des années et des années, il a repris les mêmes modèles et essayé d'aller justement à cette essence dont on parlait tout à l'heure, afin de réussir à rendre cela. Alors moi, je voudrais dire 2-3 choses, parce que finalement, dans cette première partie, nous sommes tous d'accord pour considérer qu'il est ô combien important d'aller voir partout dans le monde des expositions consacrées à Giacometti. Parlons de la peinture, vous en parliez tout à l'heure. Ce qui est invraisemblable avec Giacometti, c'est que, alors que la peinture, c'est extrêmement compliqué avec Picasso, puisqu'on a détruit la figure, lui, il a choisi de prendre le truc le plus classique, c'est-à-dire des personnages de face
avec les mains comme ça, c'est-à-dire le conventionnel du conventionnel, mais le crayon, l'étroitesse, le cri a changé tout à fait cette convention. Et il était très fasciné par les morts. Je crois qu'il avait raconté 2 ou 3 fois, au début des années 20 et au début des années 40, qu'il était en train de regarder des amis ou des proches sous forme de gisants. Et le dernier espace de vie dans la mort, pour compléter ce que tu dis, c'est le regard. C'est-à-dire que le corps n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est on est vivant jusqu'à ce que l'œil s'éteigne. Et après, on est mort. Mais ça n'existe pas, d'où évidemment cette omniprésence du regard. Et c'est pour ça que je reprends cette phrase de Sartre dans les mots. Tout un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Tout ça, c'est le génie de Giacometti. Il faut d'ailleurs signaler que Jean-Paul Sartre a publié 2 textes concernant donc Giacometti. Il détient toujours, je le disais tout à l'heure, le record du monde, ça ne veut rien dire, de la sculpture la plus chère au monde. Il faut dire que dans ce siècle, il y a eu de très grands sculpteurs, je parle du XXe siècle, puisque vous avez eu Brancusi et évidemment Calder et donc... le 3e homme, si l'on peut dire, c'est Giacometti. Vous retrouvez toutes les infos sur les prochaines expos sur le site de la Fondation www.fondationgiacometti.fr. Le 11 janvier, donc, était le jour anniversaire de la disparition d'Alberto. Et sur Twitter, Nicolas Bidot rappelait que les œuvres de l'artiste lui survivent et sont-elles immortelles avec cette phrase. Il y a 50 ans, l'énorme, je ne sais pas si c'est le mot, Giacometti nous quittait avec notre actu. Son homme qui marche me semble éternel. Bien évidemment, vous suivez sur le compte Twitter de l'émission notre actualité, votre actualité. Vous laissez tous les messages que vous souhaitez sur le hashtag 300 millions de critiques. Et vous retrouvez également des informations sur le site internet de TV5 Monde à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Sur le prochain plateau, nous allons changer totalement de domaine. Nous allons parler de musique dans ce second débat. Il y a 30 ans, le rail sortait d'Algérie et débordait dans le monde entier. Après l'extrait donc de cette musique de Rachita, que vous connaissez, qui a beaucoup de talent, et nous retrouverons le bien-aimé Yves Bigot. Voilà, l'extrait que vous venez de voir concerne Rachita acoustique et évidemment nous allons parler du rail. Bonjour Yves Bigot. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Il y a 30 ans, le rail, vous le savez, sortait d'Algérie et débordait un petit peu dans le monde entier avec une influence considérable sur de nombreux musiciens. Rachita, Khaled, Faudel, Cheb Mami et les autres maîtres du rail ont-ils encore aujourd'hui une résonance non seulement dans le monde arabe, mais dans l'ensemble de la musique populaire contemporaine? C'est une question que vous allez traiter le premier, puisque vous êtes le dernier arrivé, mon cher Guillaume, effectivement, il y a 30 ans, le festival d'Oran lançait un peu le rail. Alors, rail, ça veut dire opinion ou conseil en arabe. Donc, c'est une musique qui a à peu près un siècle d'existence, mais qui est donc le lieu où les chanteurs et les chanteuses algériens de ce genre exprimaient leur opinion et en plein univers musulman, des chansons qui parlaient principalement d'alcool, de sexe, de fête et de joie de vivre. Donc vous voyez le chemin qui a été parcouru à l'envers depuis un certain temps. Et le rail, vous le disiez, est arrivé dans la foulée de ce festival d'Oran, ici particulièrement en France, évidemment, d'abord pour toucher toute la communauté maghrébine qui vit à Paris, à Marseille, à Lyon, dans les grandes villes françaises. Et puis, des stars ont commencé à émerger
de ce genre, en tous les cas en France. Cheb Kader, sans doute, a été le premier, il est oublié aujourd'hui. Khaled, qui est un chanteur absolument considérable, un vocaliste absolument formidable, et à la vie d'ailleurs un peu dissolue, donc correspondant bien aux propos même de cette musique. Cheb Mami, dont vous avez parlé, qui est celui qui a le plus percé sur la scène internationale, notamment avec le duo avec Sting sur Desert Rose, qui a été un tube mondial. International, ouais. Voilà. Il faut aussi insister sur le fait que les femmes, donc les Cheb, c'est les jeunes, et les Sheba, les jeunes femmes. D'ailleurs, la figure tutélaire du rail, c'est Sheikha Remiti, alors elle, historique, qui est disparue il y a une dizaine d'années, mais Sheba Fadela, etc., qui ont eu beaucoup de succès. Alors, premier succès même, je m'excuse de t'interrompre. Le premier succès du rail, c'était Sheba Fadela, absolument, fin des années 70. Et en duo avec Khaled par la suite. Et Sheikha Remiti, ce qui est drôle, c'est que ça veut dire, en fait, son surnom, Remiti, ça veut dire remettez-moi, donc remettez-moi un verre. Donc c'était bien l'esprit. Remettez-en une dose. Un verre seulement. Ou autre chose. Non, mais c'est vrai que Et c'était terminons tout à sur fait la l'esprit de Rail. démonstration, la présentation, et après parlons justement de la pertinence de cette musique aujourd'hui. Mais justement, ce qui est intéressant, vous le voyez, c'est qu'aujourd'hui, pour les 30 ans, la figure qu'on vient de voir, qui est l'invité principal de Acoustique sur TV5 Monde, c'est Rachid Taha. Alors que Rachid lui-même n'est pas précisément quelqu'un qui vient du rail. D'abord, c'est un enfant du rock. Rachid, il a d'ailleurs une carrière internationale absolument remarquable. Il est produit par Stevie Lage. Il travaille avec énormément. Il a travaillé avec Robert Plant, avec Damon Albarn, donc avec beaucoup de musiciens qui viennent du rock. Mais il chante aussi bien le shabi, donc la musique beaucoup plus traditionnelle algérienne. D'ailleurs, il a eu beaucoup de succès avec 2 albums où il réinterprète de manière moderne les classiques de la chanson algérienne. Donc, ça a tendance à nous communiquer le fait qu'aujourd'hui, en tous les cas, pour ce qu'on en perçoit en France et même au Maghreb, le rail est un peu en train de s'épuiser. Vous en avez mentionné les vedettes, les carrières, même de Khaled, de Cheb Mami, du petit Faudel que j'avais signé quand j'étais patron de Mercury. Mais ces carrières ont un peu de mal et s'essoufflent. Donc la vraie question qui est posée, c'est est-ce que le rail, 30 ans après son expansion internationale, a encore du souffle? Olivier, notre ambassadeur. Non, mais c'est une vraie question. Quand j'ai vu dans les sujets que vous nous proposiez qu'il fallait parler du rail, j'avais totalement oublié que ça existait en fait. Et pourtant, ça m'avait beaucoup marqué, notamment parce qu'en 2002, nous avions organisé à l'époque l'année d'Algérie et que c'était en pleine passion pour cette musique-là. 2002, c'était le moment où tous ces noms que vous avez cités apparaissaient au grand public et où tout d'un coup, cette musique extrêmement joyeuse nous faisait croire qu'en France, ici, dans ce petit territoire, tout le monde aimait, dans le fond, les Algériens, qu'on s'aimait. Et puis, dans le fond, d'une discussion que j'ai eue la semaine dernière avec Benjamin Stora, qui est né à Oran, comme la plupart d'entre eux, l'historien, m'est apparu une chose, en tout cas de ce que dit Benjamin, c'est que, dans le fond, il y avait probablement dans cette passion que les Français ont eue pour cette musique, un moment un peu magique, on croyait à cette intégration, cette musique nous paraissait la nôtre. Et puis, dans le fond, cette société, hélas, on l'a vu. Jean-Jacques Goldman, fabricant de tubes pour tout le monde, s'en est quand même mêlé aussi. Oui, c'est ça. Qu'il a quand même poussé ça vers le succès populaire considérable. Et le grand concert. J'ai pas terminé ma démonstration. Autrement, je vais apparaître comme un épouvantable antiféministe, ce serait désagréable. Et que, dans le fond, ça témoigne, cette absence du rail aujourd'hui, malgré le concert, cette absence du rail, je crois, y compris dans le box-office, j'imagine, explique en partie cette société française qui est en panne, qui est fermée, qui n'a pas tellement envie d'entendre des musiques du monde arabe. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu des aventures un peu tristounettes. On a vu que c'était quand même tout ça a été assez programmé politiquement. Ce pauvre Faudel qui est mort avec Sarkozy. Donc, il faut peut-être qu'il écrive un livre, son mea culpa, pour revenir sur la scène. Enfin, c'est un monde mort. J'imagine qu'à Oran et en Algérie, c'est très vivant. Mais j'ai hâte d'écouter ces 30 ans. Là. Estelle, et après, donc, nos 2 amis du Québec et de la Suisse. Pour rejoindre Olivier, c'est vrai que le grand concert 1, 2, 3 Soleil qui a eu lieu en 98, c'était aussi la Coupe du Monde de football, la France, Black Blanc Beurre, et on voulait croire à une France qui s'était réunie, une France qui acceptait toutes les communautés, toutes les diversités, et que cet esprit-là est certainement mort après 2001 et en ce moment c'est encore pire qu'avant. Mais c'est vrai que moi j'ai découvert le rail en 86, enfin quand j'étais encore
plus jeune, avec Rachid Taha. Il avait repris 12 France, c'était vraiment une réinterprétation de ce, je sais pas comment on pourrait dire, de ce tube de traînée qui était des cartes de séjour, qui était vraiment là aussi qui allait dans cet esprit Black Blamber et qui était vraiment repris par toute la France entière. Et ça, c'était vraiment un joli moment qui était peut-être utopiste, mais voilà. Et là où j'ai aussi découvert le rail, mais le pur et dur, c'est quand je suis allée au Panafricain en 2009 à Alger. Et là où il y avait le plus de monde, c'était à Bab el Oued, parce que c'était la scène rail. Et c'était impressionnant, car là, c'était vraiment... Alors, c'était pas les... Alors, si Khaled avait fait un énorme concert lors du Panafricain qui avait réuni des milliers de personnes, mais là, c'était vraiment sur la plage, à Bab el Oued. Et ça m'avait impressionné de voir ces stars du rail et voir comment ça la force. Parce que c'est quand même une musique dansante. C'est aussi pour ça que ça rassemble, c'est qu'on a envie de danser quand on écoute du rail. Hein. Ça s'est essoufflé aujourd'hui, mais c'est quand même l'essence du rail, c'est de faire la fête. Et c'est ce qui nous a réunis, mais encore une fois, malheureusement, ça a disparu. Mais cela dit, faut peut-être se poser la question aussi... Rail mort ou rail vivant? Bien, en fait, est-ce que la contestation musicale a pris d'autres formes? Parce que peut-être que le rail... C'est le rap qui c'est ça, exactement. a tué le rail. Exactement. C'est qu'à un moment donné, il y a eu un alignement de planètes qui a fait que le rail a eu son moment de gloire, son apogée. Mais aujourd'hui, des musiques de contestation, la jeunesse... une certaine jeunesse arabe aussi va se retrouver peut-être davantage dans des rythmes, dans du rap, va se retrouver davantage dans d'autres types de musique. Il faut aussi voir que c'est peut-être un phénomène aussi qui est très lié à l'émigration maghrébine en Europe, peut-être particulièrement en France, parce que j'ai fait une recherche au Canada, le rail. C'est pas vrai. Il n'y a pas de racines. C'est-à-dire, des gens vont en écouter, mais est-ce que des gens en jouent? J'ai réussi à trouver un groupe qui va être à l'affiche l'été prochain à Montréal, dans le cadre du festival de jazz, qui s'appelle Canada Rail. Et d'ailleurs, ça, c'est un jeu de mots avec la fameuse... le soda, comme vous dites ici. Très bon nom, d'ailleurs. Mais c'est ça, ça demeure... C'est comme ça, quoi. Ça demeure... C'est tout petit. Oui, ça demeure petit. Et on a une jeunesse d'origine arabe qui va se retrouver, en tout cas chez nous, davantage dans du rap. Michel. Alors moi, j'avais une vingtaine d'années au milieu des années 80 quand le rail explosait. C'était aussi les post-années 70, post-hippie, le monde s'ouvre, la multiculturalité, le mur de Berlin qui tombe, l'apartheid qui tombe, on est tous frères. Enfin, il y avait un espoir, il y avait un élan comme ça qui existait dans ces années 80. Le rail est arrivé et il s'inscrivait pleinement là-dedans, dans cette société de tolérance. Et puis alors après, ce qui s'est passé, je ne sais pas, ça c'est l'interprétation personnelle, mais alors après, il y a eu... les dérives du capitalisme, du néolibéralisme, une globalisation forcenée qui fait que finalement, il y a des replis identitaires, il y a eu Wall Street, il y a eu les guerres pour le pétrole, il y a eu de ces grands élans d'ouverture qui existaient dans les années 80. On se retrouve aujourd'hui en 2015-2016 avec un véritable repli identitaire à l'échelle planétaire. Et c'est d'une certaine manière aussi ce qu'a connu le rail, malheureusement, qui était bien une musique qui s'inscrivait pleinement dans ce qu'étaient les années 80 et qu'aujourd'hui on ne retrouve pas ou plus, si ce n'est mélangé à du reggae ou mélangé à du R&B. Maintenant, c'est comme ça que ça existe, mais qui a perdu, qui s'est dilué, qui est devenu autre chose, comme la société aussi est devenue autrement. Et je ne suis pas sûr que 30 ans plus tard, la société qu'on connaît aujourd'hui soit meilleure. Je ne sais pas si elle est pire, mais en tout cas, elle n'est pas meilleure que celle qu'on connaissait dans les années 80. Et donc, voici ce coffret magnifique qui accompagne le concert. Ce sont les 30 ans du rail, qui est un peu le coffret officiel de cette manifestation, de ce concert et de cette musique. Et pour clore ce débat, un tour sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter de Only Arrache qui nous invite à lire cet article du Point. Algérie, revoilà le rail, annoncer le renouveau du genre musical. Vous nous rejoignez sur Twitter en vous abonnant au compte de l'émission et vous laissez vos commentaires sur le hashtag 300 millions de critiques et retrouvez les infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent en bas de notre écran. Voilà donc pour les commentaires rapportés sur les réseaux sociaux. Nous allons aborder un dernier sujet qui sera consacré à 10% cette série qui cartonne sur le monde du cinéma, des impresarios et des producteurs qui cartonnent à la télévision, évidemment, en tout cas pendant toute l'année 2015, l'année écoulée. Et avant de participer, grâce à vous justement à cette conversation, puisque vous allez nous rejoindre, eh bien nous allons voir le Zap culturel qui a été préparé par ma voisine, la divine Estelle Bartin. Les saisons, c'est l'histoire de la forêt. Mais d'une forêt qui n'existe plus en France. Une forêt peuplée à l'origine de toutes sortes d'animaux, dont certains sont menacés, d'autres ont disparu. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Il l'avait promis, le phénix allait renaître de ses cendres. Un nouveau single, et pour le public, un retour gagnant. Les gens
ont fait des choix par rapport à leur propre vie. Ils se sont attachés plus à une chanson qu'à une autre. Enfin, c'est vrai que ça me fait plaisir de sentir que c'est pas totalement inutile, quoi. Incontournable, même fascinant pour son public. Un piano, un artiste et un tube récompensé. À 19 ans à peine, Loïc Notet signe le hit de l'année, Rhythm Inside. Comme je suis habituée à perdre beaucoup de choses, je ne m'attendais pas à gagner forcément aujourd'hui quelque chose parce que j'avais perdu The Voice, je n'avais pas gagné l'Eurovision. Pas un seul acteur afro-américain nommé aux prochains Oscars. Un scandale pour grand nombre de stars américaines qui appellent au boycott de la cérémonie. N'est-il pas temps pour les gens de couleur de prendre conscience du pouvoir et de l'influence que nous avons amassée ? Des acteurs noirs connus, des exceptions dans le cinéma français. Aujourd'hui, en banlieue parisienne, Lucien Jean-Baptiste est en tournage, un des rares réalisateurs noirs en France. On lui doit le film à succès, La Première Étoile. Moteur demandé. J'entends ça souvent, des castings, mais il n'y a pas de comédien noir. Non, il n'y a pas de comédien noir bankable, connu, avec des gros noms. Mais il y a énormément de comédiens noirs. Donc ce qu'il faut, c'est prendre le risque, avoir la volonté politique de faire changer les choses. Adolescent, il rêvait de devenir français. Il sera tirailleur sénégalais pour l'armée de Charles de Gaulle, puis docker dans le port de Marseille. Il découvre les livres, se met à écrire. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Sembène demeure incontournable. C'est le premier à avoir posé les jalons du cinéma africain. En Afrique, il y a de la comédie musicale, sauf qu'on ne l'appelle pas comme ça parce que les contes sont toujours faits en musique. Quand le griot raconte, c'est toujours accompagné de chants, d'instruments traditionnels. Polder est un film de science-fiction innovant, techniquement et esthétiquement superbe. Il n'empêche, le côté transmédia n'amène pas grand-chose. Le trop est l'ennemi du bien. Un western dans la pure tradition d'Hollywood. C'est une première pour Nathalie Portman. Elle y incarne Jane et va peaufiner sa vengeance avec une volonté farouche. Et dans la boîte à images, les spectateurs en prennent plein la vue avec des centaines de références cinématographiques. De Nosferatu à Psychose, en passant par les westerns ou les films de guerre, avec notamment La Grande Vadrouille. Écoutez-moi, vous osez vous fouter? Je sais qu'il me manque 2 aviateurs anglais. Aujourd'hui, John One, c'est une institution à lui tout seul. Il y a un avion Air France qui porte ses couleurs, et c'est lui qui a fait rentrer à l'Assemblée nationale le tableau le plus flashy de la Ve République. Sa couleur reflétait la joie qu'il avait en peignant. Marcel Barbeau, un grand peintre, grand créateur, grand artiste depuis tellement d'années. Alors il a tenu son pinceau jusqu'à la fin. Le dernier adieu s'est terminé en musique par sa chanson préférée, Pour que tu m'aimes encore. La musique qui aura été finalement au cœur de sa vie. Dernier débat du jour, donc nous allons évoquer une série qui a conquis, il faut bien le dire, les téléspectateurs français en 2015. Une série basée sur l'histoire vraie d'un agent que tout le monde connaît dans le monde du cinéma, petit monde du cinéma, mais agent très célèbre, puisqu'il s'agit de Dominique Besnéard, qui est d'ailleurs devenu producteur. 10%, c'est le titre de la série, qui a été un succès d'audience pour France 2, avec en moyenne 5 millions donc, de spectateurs par épisode. Et elle sort en ce moment en DVD. Alors, voici donc ce DVD, avec donc les principaux acteurs qui ont participé. Vous trouvez des gens de toutes les générations, puisqu'il y a à la fois Nathalie Baye, sa fille, Julie Gaillet, Line Renaud, Françoise Fabian, et beaucoup d'autres acteurs donc, qui participent à cette évocation du monde du cinéma. Nous allons passer un petit extrait et en débattre avec nos amis. Allez. Avance, merde. On ne s'énerve pas contre Biscotte. Oh. Mais Cécile. Hey, Gabriel. Non, t'es où là? Je suis à Quincampoix-Fleuzy, non, pourquoi? parce que, non, mais là, on est au West End là. Il y a tout le monde qui t'attend. La journaliste, le photographe sont là. Oh putain, merde. Oh merde. Faut que tu m'aides là, Gabriel, je suis encore au cours de cheval. Mais t'en prends combien des cours de cheval là? Je croyais que tu maîtrisais à fond, Cécile. Ah oui, non, mais je maîtrise complètement. Hein. Et on ne téléphone pas sur Biscotte. Et là, bah voilà, j'ai juste besoin un peu de coaching pour me refaire la main, c'est tout. Tu m'inquiètes là. Les Américains ont bien insisté là-dessus, il faut être nickel à cheval. Je te fais confiance. Ouais, non, mais je suis pas loin d'être nickel. C'est... Bon, écoute, je te rappelle tout à l'heure, hein, parce que
On va rentrer dans un sous-bois. Ah oui. Ouais, t'es là quand alors? Dans 1 heure. T'as réussi à les faire patienter? J'ai noyé le poisson, j'ai encore raconté un gros bobard. J'ai dit que tes enfants étaient... Oula! Sans le poney, ça. J'ai pas eu le temps de passer à la maison, moi. Ah ouais, mais il va falloir faire quelque chose, là. Bon, hé, tu me dis rien, pour les Américains, c'est signé? Mais ils ont pas encore rappelé, mais ils doivent revenir à nous aujourd'hui. Voilà, Cécile est là. Je suis contente. On est très très fort. Vous savez, on est atrocement retard, mais bon, ça va aller. Ouais, excusez-moi. Évidemment, il s'agissait de la saison 1. Il y aura donc une saison 2. Est-ce que vous avez été les uns et les autres conquis? Mathieu. Ben, c'est sûr que c'est une série, là, je vous le dis tout de suite, au Canada, essayez pas de la voir, c'est pas disponible là-bas. Moi, j'ai usé, disons, de web créativité pour pouvoir... Mathieu, un petit cadeau. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'il est géobloqué, le DVD? Chut, on ne dit rien. Bon, parfait. Alors, voilà. Bon, j'ai vu quelques épisodes. C'est très intéressant. C'est très franco-français. Moi, je me questionne aussi beaucoup sur la possibilité d'exporter ce genre de série-là parce que c'est très auto-référentiel. Il faut adapter le format, en fait, à chaque pays. Ça ne s'exporte pas. Mais c'est un format qui existait aussi auparavant parce qu'il faut dire, sur la BBC, moi, je suis un grand fan de Ricky Gervais, le comédien britannique, et il y a quelques années, il a fait avec la même bande que The Office, il a fait des Extras qui reprenait un peu ce genre de truc-là. Donc, un vrai faux rôle avec des vrais acteurs qui jouent leur rôle dans ce truc-là. C'est bien fait et ma réflexion, en fait, en regardant ça, évidemment, je ne suis pas un spécialiste de la série française, mais j'ai un peu, en me documentant sur le truc, je me rends compte que la série française, on lui a reproché beaucoup de choses au fil des années et comme quoi c'est une série un peu... Attention à ce que vous allez dire, parce que autrement, je vous la reprends. Non, mais cela dit, non, mais on en a parlé. Attendez, avant de terminer la phrase, rendez-moi ça. Allez-y. Et donc, on lui a reproché bien des choses, comme étant un peu poussiéreuse, de ne pas innover beaucoup. Et j'ai l'impression que, comme au Canada, comme dans plusieurs pays où, par exemple, Netflix est arrivé, on dirait que Netflix, de par sa popularité, va forcer les gens des industries nationales à réinventer des trucs. Une grande série sur Marseille avec Gérard Depardieu, produite par Netflix. Oui, c'est ça. Et donc, les créateurs nationaux... qui a été coproduit par des Anglais. Et les créateurs nationaux doivent se mettre à jour parce que les séries Netflix fonctionnent très bien. Cela dit, les chiffres de Netflix sont peut-être un peu surévalué parce que vous avez parlé de 5 millions. Quand on se parle entre gens des communications, là, tout le monde aime House of Cards, mais quand on regarde, par exemple, l'audience de House of Cards aux États-Unis, c'est famélique. C'est 5 millions, 6 millions de personnes qui voient ça là-bas. Donc, c'est quand même un bon chiffre, le 5 millions. Parce que je m'inscris en faux, là, vous parlez de, 10% voilà, de Netflix. Mais là, ce qui est vraiment, vous l'avez dit, ce qui est génial, c'est que pour une fois, c'est une série qui n'est pas poussiéreuse, c'est vraiment une série innovatrice. Et pourquoi? Parce qu'il y a la personne... Mais non, mais Netflix, c'est poussiéreux? Non, pas du tout, mais quand on parle des séries françaises... Non, mais quand on parle le concept avait déjà été utilisé ailleurs. Et là, elle est vraiment réussie parce qu'elle est drôle, elle est actuelle, elle est vraiment... Enfin, oui, on sort un peu et c'est très bien joué. Et on rappelle juste le pitch, c'est que ça se passe vraiment dans le petit milieu du cinéma. Et déjà, c'est un défi parce qu'on peut se dire que le métier d'agent d'acteur, c'est pas extrêmement passionnant. Ils passent leur vie au téléphone. Alors, c'est glamour parce que voilà, c'est glamour. Mais c'est pas pour ça que la série est réussie. Je pense qu'elle est réussie parce qu'il y a toutes les histoires qu'a apporté Dominique Besnier, qui est quand même un des plus grands agents et un des agents les plus savoureux du cinéma français. Et donc, il a nourri cette série de tout son matériau, c'est-à-dire de toutes ses connaissances, de ses anecdotes. Et Fanny Herrero, qui est la scénariste, avec toute sa bande de scénaristes, elle a réussi à donner corps à des vrais personnages. Je pense à Camille Cotin, qui est géniale, qui est la reine des... Enfin, en France, on la connaît comme la reine des connasses. Et là, elle joue vraiment une agente qui est drôle, qui est Connasse, en plus c'est une gaie. série sur Canal+, qui est devenue un film. Et en plus, elle est gaie. Alors ça, c'est bien, parce que aussi en France, c'est un peu... voilà, on n'ose pas trop en parler, parce que ça reste encore un peu sensible. Et là, voilà, elle vit des histoires amoureuses comme les autres. Et moi, ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé que c'était... Ça vous a renversé? Non, ça m'a pas renversé. Je trouvais que c'était intelligent, drôle et sensible. Ouais. Et les séries françaises n'y arrivent pas forcément. Et moi, je vous recommande l'épisode avec Joey Starr et Julie Gaillet, voilà, qui est juste d'une drôlerie. Ça pourrait être plus méchant. Ce serait juste, c'est que c'est un peu trop bienveillant avec tous les personnages qui ont un vrai corps. Et c'est pour ça que la série est réussie. Après tout, que ça soit dans le monde du cinéma, c'est la toile de fond. Ce qui fonctionne, c'est que ça nous parle de nos interrogations, pas que des interrogations parisiennes. Et je trouve que vraiment, ça nous parle. C'est très bien écrit. Joey Starr et Julie Gaillet, qui sont des personnages du XVIIIe siècle et des acteurs qui se détestent et qui jouent une scène ensemble, un grand classique de l'histoire du cinéma.
Poivre d'Arvor, Olivier. Ah bah, je vois que Estelle a passé des jolies fins d'année en regardant ça. Oui, c'est Moi, vrai, évidemment, j'étais à Londres pour aller voir l'exposition de Giacometti, parce qu'il fallait quand même quelqu'un la voir. Donc, je me suis rattrapé et grâce à vous, Yves Bigot, et à TV5, j'ai été très content, voilà, comme vous. Voilà. Quand même, J'étais très content parce que, d'abord, j'ai vu que 2 épisodes, donc je ne sais pas combien il y en a, mais enfin bref, en tout cas, il y en a 6. Bon, je sais qu'il est attendu par toute la France, enfin les 5 millions de Français qui l'ont vu, la seconde série, et qui annonce de neuf Depardieu, je ne sais qui, peut-être Estelle Martin et Guillaume Durand. Toujours est-il que, non, j'ai trouvé... J'ai pris 45 kilos en 2 minutes et elle 30 ans, c'est bien. Merci pour ce compliment. Pour répondre à Mathieu, c'est vrai que c'est un objet français. D'ailleurs, c'est une formidable vitrine du cinéma français. Hein, c'est très bien. Unifrance Film, c'est ça. Non, je suis pas d'accord. Et en fait, mais c'est beaucoup plus que ça. Je pense que regardez-le, essayez, ramenez la cassette et essayez de la vendre à vos amis. Là, bien sûr. Parce qu'à mon avis, dans la version française, ça peut marcher à l'étranger. Ça fonctionne très bien parce que c'est une bande, c'est une équipe de copains comme les Deschiens ont pu inventer une forme théâtrale, comme le Splendide a pu. C'est des bandes parisiennes peut-être. Vous prenez 2 exemples qui sont complètement à contrario de votre démonstration. Parce que les Deschiens comme le Splendide, ça n'intéressait personne sauf les Français. Ben, non, mais ça existe, c'est fort. Ah, mais j'ai pas dit que ça n'existait pas. Ça. Non, Il faut arrêter. Tout s'adresse à Mathieu, car il faut arrêter d'imaginer que des objets culturels sont globalisés. Ça, c'est typiquement outre-Atlantique. Il y a des objets du terroir, dans le fond, du petit terroir français, qui peuvent, tels qu'ils sont, se transporter à l'étranger, être regardés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un formidable portrait de cette société française et de ce monde du showbiz. Voilà. Non, mais là, ça fonctionnerait pas. Attendez, cher ami. J'ai le droit d'avoir une opinion. Je sens qu'elle a beaucoup aimé cette série. Oui. Moi, j'ai une petite position très très simple, et après, je vais laisser mes camarades s'exprimer. Je pense que le cinéma, partant de République, est devenu la nouvelle aristocratie, et que c'est quand même ça qui pousse les gens à regarder ça. Et d'ailleurs, la scène Gaillet-Joe Star, qui est une ironie sur le XVIIIe siècle et la cour de France, ce n'est que ça. Parce qu'au fond, les aristocrates d'aujourd'hui, ne serait-ce que parce que d'ailleurs, de famille en famille, ils se reproduisent, si je puis dire, dans le domaine du cinéma, c'est le cinéma. C'est la seule aristocratie qui existe en France, en dehors des patrons du CAC 40. Yves. Alors, il faut aussi dire que c'est une série qui a... Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas de talent, bien au contraire. C'est une série qui a mis très longtemps à exister, puisqu'il y a 9 ans que Dominique Besnéard a lancé cette idée. Il l'a développée avec Canal+, qui a abandonné en cours de route le développement de cette série. Et c'est tout à la gloire, pour le coup, de Harold Danlantin et de France 2, que d'avoir repris cette série, de lui avoir donné le beau succès qu'elle a connu. Il faut dire les 2 premiers épisodes, avec Cécile de France notamment, sont réalisés par Cédric Clapiche. Donc on voit que là, on est allé chercher des très bons comédiens. Il y a des scènes d'anthologie entre Lynn Renaud et Françoise Fabian, notamment de fâcherie entre 2 vieilles comédiennes, qui est absolument exceptionnelle. Et puis surtout, ce qui est assez rare dans les séries françaises, c'est tout est juste là-dedans. C'est-à-dire qu'on y voit le véritable reflet de la réalité représentée de ce qu'est le monde des agents, qu'on connaît un petit peu, nous, puisqu'on est en négociation avec eux à longueur d'année, avec des arches qui sont vraiment narratives, qui sont vraiment intéressantes. On y croit tout le temps. Et puis aussi, le casting est remarquable, ce qui souvent est une des grandes faiblesses des séries françaises à la télévision. Et le casting, il est bien non seulement avec évidemment les guest stars qui pratiquent, mais les comédiens de base, c'est-à-dire la troupe, les 4 comédiens qui sont les 4 agents principaux et puis les personnages autour, sont absolument formidables. Ils sont remarquablement castés. Et donc, pour une fois, on a une série française qui... certes, regarde sur elle-même, mais ça, c'est la qualité de toutes les séries. The L Word, c'est 3 bars de lesbiennes à Los Angeles. Et ça en fait une série formidable, qui est juste, qui est moderne, et qui est le début de ce qu'est le niveau que peuvent espérer atteindre les séries françaises face aux séries américaines ou québécoises remarquables que sont Unité 9, 19-2 ou d'autres. Voilà. Sans oublier les séries télévisées suisses, évidemment. Ah, ça existe. Plutôt qu'acrimonieux, soyez bref. Non, je plaisante. Non, il y a des séries télévisées suisses, mais là, on ne peut pas régater. Je pense que ce qui fait le succès de 10%, c'est effectivement le fond, parce qu'on est dans une société de peopleisation, on est du regard sur soi. Donc là, on retrouve des figures connues. C'est formidablement bien joué, c'est
bien réalisé, c'est bien écrit, ça marche bien. On y a mis les moyens. Si mes chiffres sont corrects, je crois que les 6 épisodes ont coûté la bagatelle de 27 millions d'euros, c'est-à-dire 4,5 millions d'euros par épisode à peu près. D'habitude, on met entre un demi-million et 1,5 million d'euros. Donc on a aussi mis les moyens. Et puis surtout, fondamentalement, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, en France, en tout cas c'est le regard extérieur que j'ai, je ne vais pas vous refaire, j'en serais bien incapable d'ailleurs, l'histoire des séries télévisées. Mais voilà, il y a eu en 1993 X-Files qui est apparu, qui revient d'ailleurs, puis en 1999, il y a eu Les Sopranos. Et puis à partir de là, tout a changé. Tout d'un coup, les séries télévisées ont eu un véritable intérêt, une véritable qualité, une véritable audience, avec aussi les câbles opérateurs comme HBO, comme Amazon, comme Netflix. Tout d'un coup, la télévision s'est rendu compte qu'il y avait une concurrence qui débarquait et ces derniers le font dans des séries sous ces formats-là. Donc on a investi là-dedans. Et en France, on y arrive aussi, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que pendant longtemps, les séries télévisées en France ou en Suisse ont été un peu considérées comme des parents pauvres en termes d'écriture, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas véritablement de gens qui étaient formés à cela. Aujourd'hui, ou depuis une année, je crois, depuis 2014-2015, le Centre national FEMIS, donc, qui s'occupe de la cinématographie en France à Paris, propose un cursus d'écriture de scénario pour les séries télévisées. Ça n'existait pas avant, on faisait simplement du cinéma. Donc on est en train de complètement professionnaliser le milieu. Comme d'ailleurs, comme les Scandinaves ont pu le faire avec Borgen et autres de séries, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé leurs scénaristes aux États-Unis pour voir comment ça se passait, et ensuite ils ont fait des super séries. Et ben en France, on assiste aussi à cette professionnalisation-là du métier, avec le résultat qu'on connaît, et un 10% qui est jouissif à regarder. Merci beaucoup. Rendez-moi ça, rendez-moi ça, En rendez-moi ça, passant, je rendez-moi voulais ça. simplement vous montrer que les cadeaux de... Écoutez, je crains les Grecs quand ils font des cadeaux, hein, c'est ça, là, comme disait l'autre. Hein? Merci beaucoup, Guillaume. Ça, c'est bien la peine d'avoir hurlé « Vive le Québec libre » pour tomber sur un ingrat pareil. Pour clore le sujet, laissons Gigi the Girafe, car elle existe, s'émouvoir sur Twitter. Je viens de finir la brillante et addictive et trop courte première saison de 10%. Les acteurs sont parfaits. Vous suivez évidemment le compte Twitter de l'émission sur hashtag 300 millions de critiques, c'est notre nom. Et nous l'adorons. Et puis vous retrouvez des infos qui sont sur le site internet, aux adresses qui s'affichent au bas de l'écran. Les coups de cœur. Alors moi, je vais éviter de nous faire perdre du temps, toutes consacrées à Giacometti, puisque tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de montrer effectivement les livres. Ça, c'est effectivement le catalogue de l'exposition qui a eu lieu donc à la Fondation Hélène et Édouard Leclerc. Le voici dans toutes les bonnes librairies d'art. Vous pourrez le récupérer sur les sites classiques. Et puis, il y a énormément de livres sur Giacometti. Je vous en montre un autre. Il paraît, d'après Madame Mag, Guigit Mag, qui était donc la femme du grand marchand de Giacometti, que c'était un homme assez ombrageux, extrêmement intelligent. Elle disait que c'était le type le plus intelligent qu'elle ait rencontré avec André Malraux, mais qui n'était pas comme les autres surréalistes, comment peut-on dire, fanfarons, faisant des images bizarres, etc. Il était très, très réservé et relativement introverti. C'était voilà un homme de la pour mon coup de montagne. cœur. Comment ? C'était un homme de la montagne. On revient Un en homme de grisant. la montagne, probablement. Bah, Vous oui. êtes une femme des plaines et vous avez aimé. Non, j'ai aimé. Enfin, de l'Institut du monde arabe, nous sommes un peu en... Il fait beau, regardez ça. Alors, mon coup de cœur, c'est pour vous, en fait, Guillaume. C'est-à-dire, c'est tout ce que vous aimez, la BD, le digital. Donc, je sais que vous allez vous précipiter sur cette application. Puisque Faites exprès, vous êtes comme De Gaulle. Donc, voilà, les webtoons, ça vient de Corée. En fait, c'est une nouvelle façon de Coréen, découvrir, en plus. voilà, de lire la bande dessinée. C'est vraiment de la bande dessinée qui est écrite, dessinée, créée pour les supports tablettes, smartphones. Et ça débarque en France. Ça a un nom ça s'appelle les webtoons. Et oui. une application donc, va voir le jour. Elle est créée en ce moment au Festival international de la bande dessinée à Angoulême. Et ça s'appelle Dailytoon. Donc voilà, vous pourrez, c'est gratuit pour l'heure. Enfin, il y a une Donc c'est la bande dessinée sud-coréenne sur le web. Non, c'est pas du tout ça, vous n'avez rien compris. C'est une pratique qui nous vient donc de la Corée, qui est une façon de lire, enfin c'est une BD digitale qui est créée pour le digital. Elle se noie, elle est en train de se noyer. Je ne me noie pas du tout. Vous aimez la bande dessinée, Non, vous voulez la découvrir. vous avez le sens du coup de cœur. Vous avez le sens du coup de cœur, vous le faites très bien. Donc voilà, Dailytoon, si vous voulez lire la BD autrement sur vos smartphones et sur vos tablettes, ça débarque en France et c'est maintenant. Dailytoon, retenez. Votre sujet sur Giacometti était très bien. Marc. Oui.
Allez-y. Oui. Monsieur Mathieu. En fait, j'aimerais souligner que... Je sais qu'on est en retard, donc il va falloir... Parfait. Dans le nord de la France, à Lille, vous avez une pépite. C'est une compagnie théâtrale qui s'appelle l'Amicale de production. Et ça, pourquoi je vous en parle, c'est que l'an dernier, au Carrefour international de théâtre de Québec, j'ai vu une des plus belles pièces de théâtre que j'ai vues dans ma vie, qui s'appelle Germinal. Rien à voir avec Zola. Mais la pièce est représentée à Montréal du 3 au 6 février. Une pièce sur l'acte de création théâtrale, sur l'acte de création tout court. C'est absolument brillant. Et d'ailleurs, cette compagnie-là a un site web magnifique. Il y a certaines de leurs productions qu'on peut voir sur leur site web. Ils ont toutes sortes de projets un peu partout en France. Donc, l'Amicale de production à Lille, qui est à Montréal du 3 au 6 février. Ça s'appelle Germinal. C'est à l'usine C. Manquez pas ça. C'est brillant de chez brillant. Monsieur l'ambassadeur. Bref. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'avec l'âge, on prend soin de soi. Donc, je me suis procuré un livre en librairie. C'est la première fois que j'achète ce genre de livre. Les 100 idées reçues qui vous empêchent d'aller bien. Et en fait, ce livre m'avait été conseillé par quelqu'un. Il y a donc 94 questions intéressantes. Et la 95e, c'est « Si mes cheveux sont cassants et fins, c'est parce que je manque de fer ». Donc apparemment, ce n'était pas pour moi. J'en ai trouvé pour vous quelques-unes quand même. Plus on prend de l'âge, cher Guillaume, moins on doit faire de sport. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je ne dirai rien. C'est faux. Et c'est fait par Alexandra Lalus, c'est super bien fait, c'est un médecin formidable. Tenez-le bien. Vraiment, je vous le conseille. Après la lecture, vous irez vraiment bien. J'ai l'impression qu'elle est assez jolie, Alexandra Lalus. Oui, c'est ça, en Oui, fait. enfin, vous voyez, c'est déjà que on a compris. Yves Bigot. Alors, à quoi ça tient ? Le nouveau livre de Bayon, le plus mésestimé des écrivains français, qui a quand même eu le prix Interallié en Il ne connaît pas du tout, 1990. il y a une dédicace. Donc, le nouveau livre, car il ne s'agit ni d'un roman, ni d'ailleurs Roulette russe, journal d'un jeune homme perdu, ça n'est pas à proprement parler un journal, ce sont des fragments écrits en 1980-1981 qui sont réunis dans ce livre. Comment vous dire, c'est remarquable, c'est indispensable pour ceux qui aiment lire. Voilà, Bayon, journaliste à Libération, qui a beaucoup écrit sur la musique et qui a écrit de très nombreux romans, dont ce texte. On termine par vous. Alors c'est très simple, vous avez 3 mots. Non, mais c'est de votre faute. Non, c'est pas de ma faute. Vous êtes au bout de la table, vous avez perdu. Il y avait qu'à demander le dernier disque d'Éric Truffat, le plus suisse des musiciens français, trompettiste, puisqu'il est né à Genève. Le plus Miles Davis des Blancs. Le plus Miles, oui, il a pas mal repris du répertoire de Miles, effectivement, puisqu'il a grandi à Genève, donc Éric, et qu'il a fait ses classes du côté du lac Léman. Il joue là avec Benoît Corbeau, Marcello Giuliani et le batteur genevois Arthur Natek. C'est un très joli opus. On y retrouve notamment Roca Traoré, Éric Truffat, qui voyage toujours musicalement du Mexique avec Murkoff à d'autres musiciens de part et d'autre, mélangeant le jazz et un petit peu de musique, on va dire, aux cultures différentes. C'est un aventurier et c'est un chouette bonhomme et un assez grand musicien, Éric Truffat, Denis. Merci beaucoup à vous tous de suivre cette émission chaque semaine, 300 millions de critiques. Nous sommes ravis de travailler pour vous, car c'est pour vous que nous faisons ça. Et comme nous sommes à la fois passionnés et légèrement, comment peut-on dire, amoureux de cet endroit, l'Institut du monde arabe, nous terminons cette émission en vous disant et en faisant cette déclaration, nous vous aimons.